Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je m'interroge sur le sens et les implications du pass sanitaire. Un élément de contexte d'abord, je suis vacciné. Le pass sanitaire, c'est quoi? C'est conditionner l'accès à de nombreux lieux publics à un état non pas sanitaire mais vaccinal. C'est pourquoi le pass est mal nommé, il devrait s'appeler pass vaccinal et non sanitaire. En effet, la plupart des non-vaccinés sont en parfaite santé. D'un point de vue sanitaire, ça n'a aucun sens. De même, certains vaccinés sont contagieux parce qu'ils sont contaminés par le Covid, les vaccins n'étant pas efficaces à 100%. Donc la règle choisie, ça a été de faire de la vaccination l'élément qui va discriminer les citoyens et pas la bonne santé. C'est un sujet très vaste, je pourrais en parler 1 heure, mais j'ai fait le choix d'en parler de 12-15 minutes, donc je vais m'attacher juste à développer rapidement 6 points. L'instauration d'un régime de discrimination légale, je vais essayer de m'attacher aussi au principe, parler du déferlement de haine dans la sphère médiatique, de l'obscurantisme sans cesse croissant des élites, et je finirai par m'interroger sur l'obligation vaccinale et sur le concept de dictature sanitaire. Donc premier point, l'instauration d'un régime de discrimination légale. Et là on touche du doigt la raison d'opposition au pass sanitaire qui monte et qui va continuer de monter. Beaucoup de Français n'acceptent pas ce régime de discrimination. Aujourd'hui, un père de famille peut visiter le château de Versailles ou aller au restaurant, mais son voisin, qui est citoyen français comme lui, qui en théorie a les mêmes droits, ne pourra pas, ne peut pas. La loi lui interdit de faire visiter à son enfant le patrimoine français ou de faire un cinéma en famille. On peut argumenter en faveur du pass tant qu'on veut, moi ça ne me pose aucun problème. Encore faut-il que les partisans aient l'honnêteté de reconnaître qu'ils militent pour une discrimination légale entre citoyens, qu'ils violent le principe fondateur, non pas de notre démocratie, mais de notre société politique. C'est l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Alors, ils sont dans le camp du bien, les pro-pass sanitaires, ils dorment très bien. Mais si vous leur dites qu'ils sont pour un régime de discrimination légale, ils vont moins bien dormir. Du coup, ils s'énervent et ils vous insultent. Je le dis d'expérience. Donc, il ne faut pas hésiter à les placer devant leur responsabilité, devant la conséquence de leur volonté politique. Qu'ils dorment mal. Les partisans disent, pour contrer mon argumentation, c'est bien un pass sanitaire, puisqu'un test PCR ou un test antigénique, qui pour le coup prouvent une bonne santé et non pas votre état vaccinal, sont suffisants pour ne pas être discriminés. Alors c'est une hypocrisie évidente à plusieurs niveaux. Déjà, ça oblige une partie des citoyens à faire des tests PCR tous les 2 jours, et pas une autre. Ensuite, personne n'envisage sérieusement de faire un test PCR pour aller au resto ou au ciné, trop contraignant. Et enfin, ils vont être rendus payants, ce qui va rendre leur utilisation encore plus improbable. J'ajouterais qu'il y a une discrimination qui est totalement passée inaperçue dans le débat public, qui est que les plus riches pourront faire leurs tests 3, 4, 10 fois par mois, alors que les plus pauvres n'auront simplement pas les moyens financiers de payer le test. Donc à la discrimination légale se rajoute une discrimination financière. Mon deuxième point, c'est ce que j'appelle le pied dans la porte. À quoi servent les principes en politique? Alors le principe c'est un grand mot, c'est comme le mot liberté. Notre époque n'aime pas trop les grands mots. Pourtant la réponse est apparue évidente en Europe en 1945. Les principes servent à mettre des bornes au pouvoir des gouvernements et des majorités, ce qu'on appelle le despotisme de la majorité, à leur capacité d'imposer aux individus leur coercition, leur pouvoir, leur vision du monde. D'où la création d'une Cour constitutionnelle un peu partout en Europe. C'est l'idée de l'état de droit, qui consiste à reconnaître que certains droits humains et politiques ne peuvent pas être abolis par un gouvernement, quelle que soit la circonstance. Ils sont non négociables. Or, ce passe, c'est la mort de la notion d'égalité devant la loi qui est le premier de ces principes. Pourquoi c'est grave? Parce qu'on crée un précédent. On crée un précédent, on met le pied dans la porte. Et si demain un gouvernement crée un pass écologique qui vous interdisait de voyager ou de consommer parce que votre permis carbone a atteint sa limite maximale? Pire, si un gouvernement d'extrême droite imposait un pass parental qui oblige les femmes à avoir des enfants sous peine de lourdes sanctions. Ça peut sembler saugrenu, mais dans un contexte d'effondrement démographique en Europe, malgré une immigration de masse qui fait que dans 3 siècles, il n'y aura tout simplement plus d'Européens si le taux de natalité ne bouge pas, c'est une idée beaucoup plus réaliste qu'on pourrait le croire. Eh bien, grâce à ce pass sanitaire, l'idée, mais aussi les armes juridiques, intellectuelles, la marche à suivre, le tutoriel en quelque sorte, sont déjà là. Et moi, j'ai dans l'idée que certains pro-pass sanitaires seraient les premiers à pleurer si ces passes étaient instaurés. Comme si un régime discriminatoire était légitime à partir du moment où il correspond à mes convictions. On se demande qui sont les égoïstes dans cette affaire. Les pires dystopies sont imaginables. Par exemple, un rapport sénatorial de juin dernier, alors rédigé par des sénateurs LR en l'occurrence, envisage, je cite, d'étudier les outils numériques pour les situations de crise les plus extrêmes. Pêle-mêle sont envisagés, c'est dans le rapport, hein. C'est pas une vue de l'esprit. Le contrôle des déplacements via un bracelet électronique, le contrôle de l'état de santé via des objets connectés, pourquoi pas des puces insérées dans le corps, le contrôle des fréquentations, si vous êtes de la fièvre, vous n'avez pas le droit de rendre visite à vos parents, ou le contrôle des transactions. J'insiste, ça figure noir sur blanc dans un rapport du Sénat de juin dernier. Ça va arriver un jour.
La liberté, c'est quoi? C'est en partie la possibilité de l'écart à la norme. Si la norme devient toute puissante, on est dans l'asservissement généralisé. Est-ce qu'on veut vraiment vivre dans cette société-là? Quel est le but d'une société? Obéir à des lois justes ou réaliser des objectifs mesurables? Collectivisme ou libéralisme? Le Covid, c'est la victoire d'un collectivisme débridé, où l'individu est une unité statistique, sommé de répondre aux besoins des experts gouvernementaux. Il n'a pas à avoir d'aspiration personnelle différente du plan global. Ou alors c'est un traître, c'est un irresponsable qu'il convient de redresser. Moi, j'appelle ça une régression civilisationnelle. Troisième point, le déferlement de haine dans la sphère médiatique. Alors, je crois sincèrement que la sphère médiatique, qui n'est pas forcément caractérisée par son intelligence et sa lucidité, ne se rend pas compte de la violence symbolique essentiellement verbale qu'elle exerce et qu'elle déploie contre les antipasses, et qui explique, sans justifier aucunement, les agressions de plus en plus nombreuses contre les journalistes dans les manifestations. Clampin, abruti, dégénéré sont des termes que j'ai entendus à propos des manifestants. Tout comme le fait de pathologiser carrément leur comportement, en parlant de névrose sociale. Ce sont des malades mentaux en quelque sorte. C'est une violence inouïe. Un autre mode de violence symbolique, c'est la caricature via le qualificatif anti-vax. Comme si les manifestants étaient tous des anti-vaccins idéologiques. Dans les manifestants, il y a beaucoup de gens vaccinés comme moi. Il y a beaucoup de gens qui sont contre ce vaccin-là, qui considèrent et qui prennent à la lettre les propos de Pfizer et Moderna, qui affirment que leur vaccin est en phase 3 d'expérimentation. Mais en phase d'expérimentation, on peut comprendre des réticences. Ça ne veut pas dire qu'on est anti-vax. Et évidemment, il n'y a pas de réciprocité. C'est à sens unique. Il n'y a pas d'insulte, de caricature ou de remise en cause des pro-pass sanitaires. Et si vous demandiez aux médias, ils vous répondraient probablement que la cause en est que les pro-pass sanitaires ont raison, sont du côté du bien, et les anti-pass sanitaires sont du côté du mal, ils ont tort. Mais ça, c'est un comportement de militant, pas de journaliste. Ce sentiment d'être méprisé, avec une forte dimension de condescendance sociale, va renforcer et hystériser le débat. Si Polo défile contre le pass sanitaire pacifiquement parce qu'il est contre un régime de discrimination, et que son président lui dit qu'il est irresponsable et égoïste, Polo va-t-il A. se rendre compte qu'il est irresponsable et égoïste et rentrer chez lui, ou petit B. se radicaliser? Le but, on comprend, n'est pas d'apaiser aussi bien au niveau politique que médiatique, mais d'hystériser. C'est un jeu dangereux. Et au final, ça finira mal, de manière nécessaire. Mon quatrième point, c'est l'obscurantisme médiatique, l'obscurantisme aussi politique, un obscurantisme qui gagne du terrain de manière globale. Dans cette affaire de pass sanitaire, je vais prendre l'exemple le plus pertinent, c'est l'exemple de la quatrième vague, du variant Delta, qui justifierait le pass sanitaire. On a fait ce pass sanitaire pour contrer le variant Delta. Donc un des bons côtés de l'ère numérique, c'est que vous avez toutes les données à portée de main. Si vous êtes curieux, si vous voulez faire votre job de citoyen, plutôt que de déléguer votre cerveau à des experts stipendiés 95% du temps par l'État, c'est facile. Merci Google ou Bing. On nous dit que le variant Delta, ça va être l'explosion. Les hôpitaux risquent d'être saturés. Au passage, rappelons que les restrictions sont légitimées par un risque de saturation hospitalière. Pas par le nombre de cas. Si on a une explosion de cas des 20-29 ans qui ne risquent rien du fait du Covid, toutes les données scientifiques le montrent, c'est pas grave puisqu'ils ne vont pas à l'hôpital. Donc on va regarder ce qui se passe en Angleterre, qui a 1 à 2 mois d'avance sur nous dans l'épidémie. Ils ont déjà connu la flambée des cas jusqu'à 50 000, mais on s'aperçoit que depuis 7 jours consécutifs, la courbe des cas retombe, déjà. Ce qui en France correspondra à la seconde moitié du mois d'août. Concernant les hospitalisations, on voit un frémissement, mais loin, très loin d'une quelconque saturation. Et c'est pour ça que les Anglais ont maintenu leur calendrier d'allègement de restrictions. En gros, les cas en Angleterre ont fait ça, et les hospitalisations ont fait ça. Un discours scientifique serait de dire, ok, selon l'exemple anglais, on va avoir une hausse des cas, qu'on constate, une légère remontée des hospitalisations et des réanimations, mais qui sera loin d'aboutir à une saturation. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe en Angleterre depuis 2 mois. Et c'est ce qui va arriver chez nous. Et c'est pas parce qu'ils sont à 70% de vaccinés et nous à 55% que ça change la pente de la courbe, à part à la marge. Est-ce qu'on entend cela dans les médias? Non. On reste sur un discours de peur à base de termes tels que alarmiste, explosion, aucune mise en perspective. Aucune mise en perspective, sauf pour les réanimations. Aujourd'hui en France, on a moins de 1000 personnes en réanimation sur plus de 70 millions d'habitants. Donc rien qui ne justifie les restrictions. Sauf que là, le discours médiatique va mettre en perspective en parlant de la flambée du variant Delta qui va provoquer une saturation dans les réa. 2 poids 2 mesures, mais toujours dans le sens de la peur. Sauf que là, on est dans le mensonge. Alors, cynisme ou ignorance, j'en sais rien. Mais factuellement, c'est un mensonge, puisqu'on n'explique pas que le variant Delta en Angleterre montre de façon certaine qu'il n'y aura pas de saturation dans les réa en France. Donc ce sont des menteurs ou des idiots. Il n'y a pas d'alternative. C'est l'un ou l'autre.
Ceci dit, le piège est parfait, puisque les courbes vont baisser dans la seconde moitié du mois d'août, ce sera grâce aux mesures. C'est toujours grâce aux mesures. Et si on ne prend pas de mesures, c'est grâce aux non-mesures. C'est un piège parfait. Cinquième point dont je voulais parler, c'est l'obligation vaccinale. Alors, le pass sanitaire, c'est évidemment un moyen détourné d'y arriver. On ne veut simplement pas s'afficher aux côtés de l'Arabie Saoudite et du Turkménistan comme seul pays au monde à imposer cette obligation. Toujours l'hypocrisie. Personnellement, ça me choque moins que le pass sanitaire, car l'obligation préserve l'universalisme de la loi qui est le socle de la République. Ça me choque moins, mais je suis tout de même contre. On ne peut pas, par exemple, glorifier sans cesse le mouvement féministe des années 70 sur le thème du droit des femmes à disposer de leur corps, mouvement très légitime, et affirmer en même temps que les non-vaccinés ne devraient pas disposer de leur corps. Un individu adulte et sain d'esprit devrait être libre de s'injecter une substance ou non dans le corps. D'où l'importance du discours traitant les antipasses de malades mentaux, n'ayant pas toute leur tête. S'ils sont fous, alors on peut moralement les vacciner de force. C'est un processus politique extrêmement dangereux. Si j'étais un peu taquin, je citerais le code de Nuremberg de 1947, issu du jugement des médecins nazis. Je le suis, donc je vais le citer. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne intéressée doit être laissée libre de décider, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte. Je le répète, c'est un chemin dangereux qu'on ne devrait pas emprunter pour une maladie à la létalité faible et dont la moyenne d'âge de décès est de 84 ans. Mais bon, ça renvoie à la fragilité émotionnelle de notre société, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est un sujet complexe. Dernier point, dictature sanitaire. Le champ médiatique raille et vitupère tous ceux qui parlent de la dictature sanitaire, les traitant d'ignares et en gros d'abrutis. C'est quoi une dictature? Historiquement, ça a été créé par la République romaine, où le dictateur avait les pleins pouvoirs pour 6 mois seulement. Les plus perspicaces feront le rapprochement avec le concept d'état d'urgence, qui est dans l'article 16 de notre Constitution. L'état d'urgence qui n'est que la transposition de la dictature romaine dans la Ve République. Le général de Gaulle voulait un pouvoir fort disposant d'armes juridiques en cas de crise majeure. Le lien entre dictature et l'article 16 est direct. Littéralement, on est dans une dictature sanitaire. Sauf que celle-ci ne dure pas depuis 6 mois, mais depuis 18 mois. Et on ne sait pas quand elle va s'arrêter. Alors, le sens courant du mot dictature est plus nébuleux. C'est un pouvoir antidémocratique, coercitif. Chez les vrais ignares, ça renvoie à Hitler. Avec les gouvernements de dictature, on viendrait à traiter le gouvernement de nazi, ce qui est idiot. Par contre, on a des éléments manifestes, comme le Conseil de défense, qui est un champ peut-être plus monarchique que dictatorial, mais où le roi décide avec ses conseillers, en tout cas loin de toute notion de consentement populaire. On en est à se congratuler de voir le Parlement discuter du pass sanitaire pendant 2 jours. 2 jours, waouh! Dans la mesure où le consentement n'est pas recherché, mais plutôt l'efficacité à tout prix, on a des éléments de dictature. Non, le gouvernement n'est pas une dictature, mais oui, il mène une politique dictatoriale sur bien des plans. Véran n'est pas un nazi, mais il est juste pas intéressé par l'idée de consentement. En conclusion, on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur le sujet. Je dirais juste que le pass sanitaire, c'est le triomphe du collectivisme scientiste. Collectivisme avec cette idée totalement absurde que le non-vacciné aurait un devoir moral de se vacciner, au nom de cette fameuse phrase de la Déclaration des droits de l'homme, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais comment le non-vacciné peut menacer le vacciné, puisque le vacciné est justement protégé par le vaccin? Totalement absurde. Comment le non-vacciné pourrait-il avoir un devoir moral alors que c'est le seul à subir les conséquences de ne pas se vacciner? Le dernier argument, c'est de dire oui, mais il va encombrer les hôpitaux et certaines personnes vaccinées ne pourront pas être traitées pour d'autres pathologies. Enfin, c'est absurde. On a vu qu'on est très loin d'une quelconque saturation hospitalière, y compris avec ce variant Delta qui est beaucoup plus contagieux que les anciens variants, ça c'est vrai. Dans la réalité, ce discours est totalement inepte. Ça ne repose sur rien de réel. Et B, le scientisme. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de l'abaissement de la science, qui se rabaisse au rôle d'organe de légitimation politique. La science, c'est quoi? C'est le débat. Ça devrait être le débat, la discussion sur les prémices théoriques. Or, on le voit bien avec le Covid. Aujourd'hui, la science est devenue un argument d'autorité a priori, sans discussion théorique. Les chamans médiatiques disent la vérité, même s'ils disent l'erreur. Prenons l'exemple du confinement. Le confinement, maintenant, la vérité scientifique en France du confinement, c'est que ça sauve des vies et ça améliore la situation sanitaire. Où sont les études qui montrent ça? On a une étude d'un professeur de Stanford, un autre d'un professeur d'Harvard, je vous invite à googliser ça, c'est facile à trouver, qui montre que le confinement est au mieux inutile, au pire dangereux. Est-ce qu'on en parle en France? Non. Est-ce qu'on peut à minima le discuter? Je ne dis pas que le professeur de Stanford et d'Harvard a raison. Peut-être que ce sont les scientifiques français de l'Institut Pasteur qui ont raison, mais peut-être pas. En tout cas, on pourrait le discuter, mais on ne le discute pas. Si vous remettez en cause la pertinence du confinement, vous êtes un complotiste. Voilà. Dans ce cas-là, la science devient un organe politique. Et ça, c'est aussi extrêmement dangereux. Merci à tous.